Je continue mon voyage. Je descends encore plus vers le sud de la France et je rentre dans la région de l'Occitanie. Je me trouve à Montpellier et tout de suite, j'ai voulu visiter l'ancien quartier juif et le centre Maïmonide. Moshe Maïmonide, également connu sous l'acronyme Rambam. Espagnol de naissance, il était rabbin, philosophe, médecin, talmudiste et juriste, le plus prestigieux et le plus influent du Moyen Âge. Ses ouvrages sur la loi juive constituent, avec le commentaire de Rashi, une pierre angulaire indispensable de la littérature rabbinique. Quel rapport avec Montpellier? On va le découvrir ensemble. D'abord, je veux visiter le trésor de Montpellier, le mikvé. Ciao Michael, on est à Montpellier, on est le centre études Maïmonide, non? C'est le centre Maïmonide où il y a des trésors ici à Montpellier du judaïsme, et là on est devant, je vois, le mikvé médiéval. Absolument. On se trouve dans la rue centrale des Juifs au Moyen-Âge, qui était la rue principale de l'un des deux quartiers juifs médiévaux, l'un dans le fief seigneurial Guillem. Les rois montpelliérains Guillem protégeaient les Juifs, ils en avaient besoin d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Et effectivement, toute la vie s'articulait autour de cette artère centrale, avec des petites ruelles avoisinantes. On ne pouvait pas parler de ghetto, parce que le terme est anachronique. Ouais. Il a parlé à Venezia. Et le terme est impropre parce que c'était des quartiers ouverts, habitat judéo-chrétien mêlé. Les Juifs ne pouvaient pas être propriétaires, que locataires. Mais somme toute, il y avait une relative... le terme n'est pas approprié pour le Languedoc, mais on pourrait dire convivencia entre les Juifs et les chrétiens. Malgré tout, c'est l'Église qui est le Vérus Israël, donc les Juifs n'ont pas les mêmes droits que les chrétiens. Et donc, effectivement, avec la redécouverte du mikvé médiéval, qui est l'un des plus anciens mikvaot européens retrouvés, qui est daté du XIIe, XIIIe siècle, qui est toujours cachère, qui fait la fierté des Montpelliérains, qui est l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville, l'un des monuments les plus appréciés lors des Journées patrimoine, a germé l'idée, effectivement, chez le professeur Sirat, qui était ancien grand de France, chez le professeur Georges Frêche, qui était ancien maire de Montpellier, aujourd'hui décédé, les deux, de doter Montpellier d'une structure sur les études juives. C'est ainsi qu'on a créé l'Institut Maïmonide, qui valorise cette histoire, ce passé, ce patrimoine, et en tout premier lieu, ce mikvé. Alors, ce bassin est effectivement comporte les normes requises par la loi juive. Il y a 40 CA, c'est l'unité de mesure biblique. Je ne sais plus à combien ça correspond de millilitres d'eau, mais les conditions sont requises pour qu'il soit cachère. Il y a le 40 CA. Nous avons 7 marches. Les 2 au plus profond sont médiévales, les 5 autres ont été reconstituées à l'identique. 7, le chiffre symbole dans la tradition judéo-chrétienne. Alors l'entrée et la sortie d'eau se font par 2 systèmes. Par l'orifice mural ornementé d'une gargouille, par ce trou, cet orifice, comme une piscine, et aussi par capillarité. Quand on touche la pierre, elle laisse passer l'eau, comme un tamis, par capillarité, par transpiration. Ce mikvé a fonctionné au moins minimum, du XIIe au XIVe siècle. Là, effectivement, nous nous trouvons dans cet escalier qui est du XVIIe, XVIIIe siècle, qui a été réalisé pour un avocat, maître Auteracte, notaire à Montpellier, qui en a fait ses appartements personnels. Mais il a construit, le savait-il, ne le savait-il pas, sur le bâtiment synagogal médiéval. Et nous avons ici la pierre du Moyen-Âge. La façade était ici, au Moyen-Âge. On a mis un chapeau sur le squelette médiéval. Et effectivement, depuis 10-20 ans, ce lieu qui est monument historique, fait l'objet d'investigations archéologiques, de fouilles, pour comprendre l'articulation du bâtiment. Là, on va dans la rue du Figuier. C'est une rue intéressante parce que, d'une part, elle fait partie du quartier juif médiéval,
Et d'autre part, elle est intéressante parce c'est l'une des plus exiguës, l'une des plus étroites. Ah, On peut presque toucher les murs avec les bras. ah oui, c'est vrai. C'est un peu comme à Reims, là. Mais quel était le rapport entre la communauté juive et les autres, l'Église? L'évêque de Maglone protégeait les Juifs parce que Jésus, Marie les apôtres. Ah. Mais les persécutait occasionnellement lors de la Semana Santa qui correspond à la crucifixion de Jésus parce que Judas. Donc, l'Église au Moyen-Âge dit qu'elle est le Vérus Israël, le vrai peuple juif, et elle malmène, elle persécute, elle aime durement les Juifs. Je les tolère car Jésus, je les persécute car Judas. Politique à double vitesse. Voilà. Mais ils ont la vie sauve. Et c'est ainsi que les Juifs seront protégés par l'évêque de Maglone, bishop, ou un peu plus loin, lors de l'expulsion de la fin du XIVe siècle, par 1394, par Charles VI, ils vont se réfugier dans le comtat venessin. Alors là, on se trouve dans la rue de la Vieille Intendance, qui était l'une aussi des ruelles du quartier hébraïque. Vraisemblablement a-t-elle abrité une synagogue lors de la dernière période autorisée, 1360-1394. Le XIVe siècle, les rois les expulsent et les rappellent pour faire rentrer de l'argent dans les caisses royales. Et lors de la dernière période autorisée, 1360-1394, ils n'habitent plus la barallerie, la rue de la barallerie, mais le pouvoir les autorise à avoir une synagogue dans cette rue de la Vieille Intendance. Et donc, où était-elle? On ne sait pas, mais attestée. Attestée Archivistiquement, d'après les documents d'archives. Le lien entre, justement, Maïmonide et Montpellier. Oui, est très étroit. Maïmonide aurait pu venir à Montpellier lors de l'exil des Juifs andalous au XIIe siècle, quand l'islam fondamentaliste prend pied en sud de l'Espagne après les Almoravides et donne le choix aux Juifs, la conversion, l'exil ou la mort. Beaucoup de Juifs andalous, les Tibones et Kimri, s'installent en Languedoc-Provence, quand d'autres préfèrent le versant oriental. La famille Maïmonide va à Fès et le Caire. Mais il va être en relation avec des Juifs d'ici, aussi de souche andalouse, pour la traduction du Moreh Nevuchim, du Dalalat al-Hayrin, du Guide des perplexes, Guide des égarés. Et donc, premier lien, il y aura des controverses plus tard autour de sa pensée, entre le judaïsme rigoriste et le judaïsme rationaliste. Et enfin, à la faculté de médecine, on enseignera sa pensée, ses écrits seront discutés, la médecine. Voilà, c'est ça. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose, ça serait philologie et médecine. Les Juifs ont été des traducteurs, les Juifs ont été des médecins. J'aime beaucoup aussi découvrir des histoires un peu différentes. L'histoire, c'est bien faire connaître, découvrir le judaïsme, mais ancien, mais aussi contemporain, moderne. Donc il y a quelques histoires qu'on peut raconter. Absolument. Montpellier a une riche histoire pour la période médiévale, associée à la transmission du savoir. Mais pour l'époque contemporaine, ça serait associé à la politique, au débat d'idées. Au fin 19e, début 20e, les Juifs ashkénazes persécutés par les pogroms viennent trouver refuge ici. Et ils sont très politisés. Ils pensent que par le sionisme, l'émancipation viendra. Montpellier a une forte histoire sioniste. Un peu plus tard, on sait que l'exodus partira de Sète. Mais si on remonte fin 19e, début 20e, au premier congrès sioniste de l'ère moderne à Bâle, qui entendait poser les bases du retour à la patrie ancestrale, Théodore Herzl, on lui doit le fait d'avoir organisé le sionisme contemporain, même s'il y avait des penseurs avant lui. Et sur 12 délégués français présents au Congrès, 4 de Montpellier. Sur 12 délégués français, la majorité de Paris et 4 de Montpellier. Ce qui montre que Montpellier était là encore pour le monde juif, effectivement, une locomotive. Pour la période médiévale, transmission du savoir, et pour la période contemporaine, politique. Une communauté à l'avant-garde, qui avait déjà en tête l'idée d'Israël, ce lien ancestral qui tient lié tous les Juifs du monde.